Je m'appelle Sydney Harper et j'ai 30 ans. Je travaille comme graphiste dans une ville de taille moyenne appelée Brookmere. La vie avait suivi son cours, mais ce soir semblait être le début de quelque chose de bien plus grand. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en regardant le restaurant faiblement éclairé. Tout semblait parfait, les centres de table couleur camel, la douce musique de fond, le parfum des fleurs fraîches dans l'air. Ce soir, c'était notre fête de fiançailles, et après 4 ans passés ensemble, Nathan et moi franchissions enfin l'étape suivante. Dans seulement 4 mois, nous nous marierions. Nathan était à mes côtés, grand et chaleureux comme toujours, sa main posée doucement sur le bas de mon dos. Je l'ai rencontré il y a 4 ans quand il a rejoint le département créatif de l'entreprise de marketing où je travaillais. Nous nous sommes rapprochés lors d'un séminaire d'entreprise, et à partir de là, les choses ont coulé de source. Il était gentil, fiable et intelligent. Nous avons construit une vie basée sur le respect, la confiance et des objectifs communs. Nos amis et notre famille les plus proches s'étaient réunis ici ce soir pour célébrer nos fiançailles. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu de nombreux visages familiers qui me souriaient en retour, des collègues de travail, de vieux amis de l'université, les parents de Nathan et même quelques cousins que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et, bien sûr, ma propre famille était là, ou du moins la plupart. Mes parents, Erika et Owen Harper, étaient assis à une table près de l'avant. Leur sourire semblait raide, presque forcé. Ma sœur cadette, Chloé, était également là, regardant paresseusement son téléphone comme si on l'Y avait traîné contre son gré, probablement son 3e téléphone de l'année, connaissant ses antécédents. Nous n'avions jamais été très proches, et cette distance n'a fait que grandir avec le temps. Néanmoins, j'ai mis de côté la tension inconfortable. Ce soir ne concernait pas les vieilles dynamiques familiales, il s'agissait d'amour, d'engagement et du nouveau chapitre qui s'annonçait. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Erika se leva et tapota doucement son verre de vin avec une cuillère. Le son résonna dans la pièce, et les conversations se turent alors que tous les yeux se tournaient vers elle. « Puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît » dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tout d'abord, je veux féliciter ma belle-fille, Sydney, et son merveilleux fiancé, Nathan. J'espère que votre mariage sera rempli d'amour, de joie et de bonheur. » Il y eut des applaudissements polis et une série de verres levés. Nathan serra ma main sous la table et je lui souris, reconnaissante. Mais ensuite, ma mère reprit la parole, son ton devenant soudain plus froid, plus délibéré. « J'ai aussi une annonce importante à faire, » dit-elle en posant son verre. Après en avoir discuté avec Owen, nous avons décidé de donner le fonds de mariage de 45 000 $ de Sydney à Chloé à la place. La pièce est tombée dans un silence complet. J'ai cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Un petit rire m'échappa alors que je regardais autour de moi, espérant que quelqu'un d'autre rirait avec moi. « C'est drôle, maman, » dis-je en essayant de garder un ton léger. « Mais cet argent est à moi. Je ne vais pas le donner. » Le sourire d'Erika disparut instantanément. Son expression se durcit, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. « Ce n'est pas une blague, Sydney, » dit-elle sèchement. « Ta sœur va se marier quelques mois après toi et elle a plus besoin de l'argent que toi. » Une bouffée de chaleur m'a envahi le visage. J'ai senti mon estomac se nouer. « De quoi tu parles ? » ? « C'est mon argent, maman. Toi et papa me l'avez donné. Il est sur mon compte personnel. »« Chérie, » dit-elle d'une voix faussement calme, « tu as un bon travail. Nathan aussi. Chloé et son fiancé ont des difficultés. Elle mérite aussi d'avoir un beau mariage. » Mes mains se mirent à trembler. Je me levai, essayant de me stabiliser. Nous avons déjà planifié notre mariage avec cet argent. Nous avons été prudents. Nous l'utilisons intelligemment. Nous voulons même en utiliser une partie pour l'acompte d'une maison. Tu ne peux pas simplement nous le prendre ? Chloé repoussa soudainement sa chaise et se leva d'un bond, manquant de renverser son verre. Ne sois pas si égoïste, Sydney, a-t-elle lancé. Tu aurais pu proposer de le partager il y a longtemps. Tu sais que j'en ai plus besoin que toi. Je me suis tournée vers elle, la mâchoire serrée. Il ne s'agit pas de besoin, Chloé, il s'agit de ce qui est juste. J'ai planifié à l'avance. Tu as dépensé ton propre fonds,
Et maintenant tu t'attends à ce que je te donne le mien? Elle vit simplement, aboya ma mère. Elle n'a pas grand-chose, et son fiancé fait de son mieux. Tu as toujours eu plus. J'ai toujours travaillé plus dur, ai-je rétorqué, croisant les bras sur ma poitrine. Je suis les règles. J'ai épargné. J'ai planifié. Peu importe comment tu présentes les choses, je ne vais pas te donner mon argent. Le visage d'Erika devint rouge cramoisi. La tension dans la pièce devint insupportable. Nathan posa doucement une main sur mon bras, essayant de me calmer, mais je n'allais pas reculer. Puis, dans un moment qui sembla s'étirer à l'infini, ma mère s'avança et me gifla violemment au visage. Le son claqua dans le restaurant comme un coup de fouet. Ma tête bascula sur le côté. Mes joues brûlaient et mes yeux s'emplirent immédiatement de larmes, non seulement à cause de la douleur mais aussi du choc. La pièce devint complètement silencieuse. Personne ne bougeait. Même Chloé semblait stupéfaite. Lentement, je tournai mon visage vers ma mère, ma voix basse mais ferme. Tu n'as pas le droit de me frapper juste parce que j'ai dit non. Une vive inspiration vint de quelqu'un à une table voisine. Puis je l'ai entendu, la voix douce d'un serveur près du bar, parlant au téléphone. Oui, bonjour, je dois signaler une agression. Ça vient de se passer à Alden SB Astro. En quelques minutes, le son des sirènes se rapprochant du restaurant se fit entendre. Les invités restèrent silencieux, beaucoup d'entre eux me jetant des regards furtifs, tandis que d'autres fixaient maladroitement leurs assiettes, ne sachant comment réagir. Je restai silencieuse, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Ma joue pulsait, mais c'était la douleur émotionnelle qui frappait le plus fort. Nathan était à mes côtés, la mâchoire crispée, pendant que mon père prenait silencieusement Erika à part, essayant de la calmer. Quelques instants plus tard, 2 officiers en uniforme entrèrent dans le restaurant. L'un d'eux s'approcha de notre table et me demanda si j'étais celle qui avait été agressée. Je hochai la tête en silence, confirmant ce qui s'était passé. Un serveur à proximité s'avança et donna son témoignage de la gifle, expliquant comment Erika m'avait frappé à la vue des invités. Erika tenta de se défendre, insistant sur le fait que ce n'était qu'une affaire de famille, mais l'officier l'informa calmement que l'agression en public, quelle que soit la relation, était un délit pénal. Les officiers m'ont demandé si je voulais porter plainte. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, mais ma voix sortit ferme. Oui, je le veux. Ils ont placé Erika en état d'arrestation sur le champ, dans le restaurant. Alors que les officiers l'emmenaient menottée, j'ai remarqué que Chloé me regardait avec incrédulité, comme si j'étais la méchante pour m'être simplement défendue. Mon père les suivit en silence. La pièce resta figée, les invités ne sachant s'ils devaient applaudir, pleurer ou partir. Nathan me tint la main tout le temps, ne la lâchant pas une seule fois. Plus tard dans la soirée, après avoir parlé à mon avocate, j'ai officiellement déposé un rapport et porté plainte. Erika a été libérée sous caution le lendemain, mais la procédure judiciaire avait commencé. Quelques semaines plus tard, nous étions de retour au tribunal, cette fois non pas pour l'argent, mais pour la gifle. Erika se tenait devant le juge, qui examina les déclarations des témoins et les images de sécurité du restaurant. Les preuves étaient indéniables. Elle a été reconnue coupable de voies de fait simple et condamnée à une amende de $2000, à des séances de conseil obligatoires pour la gestion de la colère et à 6 mois de probation. Elle a eu de la chance que le juge lui donne l'option d'une peine de prison avec sursis de 30 jours au lieu d'une peine de prison ferme. J'étais assise dans la salle d'audience, la regardant éviter mon regard. Et quand le juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, je me suis levée, j'ai regardé ma mère dans les yeux et j'ai dit clairement, je ne m'attendais pas à cela de ma mère, mais personne n'est au-dessus des lois. Une fois que le drame du tribunal s'est estompé, j'ai pensé que les choses pourraient se calmer, mais je me trompais. La gifle et l'arrestation n'ont fait qu'approfondir le fossé au sein de notre famille. Erika ne communiquait pas, Chloé m'a bloqué partout. Et mon père, eh bien, il a choisi le silence. Mais la véritable tempête était encore à venir. 3 semaines après la fête de fiançailles, je suis rentrée à la maison pour trouver une enveloppe épaisse dans ma boîte aux lettres, une de celles qui vous noue immédiatement l'estomac. Elle provenait d'un cabinet d'avocats, Holten Sutter Associates.
À l'intérieur se trouvait un avis formel, mes parents me poursuivaient en justice pour le contrôle du fonds de 45 000 $, affirmant qu'il n'était destiné qu'aux frais universitaires et que je l'avais utilisé à mauvais escient. Au début, j'ai ri d'incrédulité. L'argent était légalement à moi, mis de côté dans un compte en fiducie quand j'avais 17 ans. À 19 ans, j'en ai reçu le contrôle total. Mes parents nous avaient dit, à Chloé et à moi, que nous pouvions utiliser nos fonds comme nous le voulions une fois adultes. La seule différence était que j'avais été prudente, pratique et orientée vers des objectifs. J'en ai utilisé une partie pour mes études à l'université publique, j'ai couvert le reste avec une bourse et j'ai laissé le compte fructifier. J'ai toujours planifié mon avenir. Chloé, en revanche, était allée dans une école privée coûteuse, avait abandonné après 2 ans et demi, puis avait dépensé le reste de son fonds pour lancer une boutique qui a fait faillite en 7 mois. Elle avait dépensé ses économies en branding, en une séance photo hors de prix et même en une soirée de lancement avec des influenceurs loués. Quand tout s'est effondré, il ne lui restait plus rien, à part une voiture de luxe qu'elle avait achetée impulsivement, convaincue que ce serait un succès. Et maintenant, parce que son argent avait disparu, elle et mes parents voulaient le mien. J'ai engagé une avocate brillante, calme et confiante nommée Brianna Lane. Après avoir examiné mes documents, elle m'a regardé et m'a dit, ils n'ont aucune chance. Le compte vous a été offert. Il n'y a aucune restriction sur la façon dont vous l'utilisez. Toute mention d'un accord verbal ne tiendra pas devant un tribunal. J'ai hoché la tête, soulagée mais aussi en colère. Alors, pourquoi s'infliger tout ça? Ai-je demandé. Brianna haussa les épaules. Parce que certaines personnes préfèrent vous tirer vers le bas plutôt que d'admettre qu'elles ont fait des erreurs, surtout quand elles protègent quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que j'ai réalisé ce à quoi je faisais vraiment face, pas seulement une affaire judiciaire, mais une vie de favoritisme, de déni et de déséquilibre. Ma mère n'essayait pas seulement de me prendre mon argent, elle essayait de dissimuler l'échec de Chloé en me faisant payer pour cela. Les mois qui suivirent furent parmi les plus épuisants de ma vie. L'affaire judiciaire a tout consumé, mon temps, mon énergie, même ma concentration au travail. Il y a eu des emails, des dépôts, des demandes de communication de pièces et de multiples audiences préliminaires. Chaque fois que j'entrais dans la salle d'audience et que je voyais mes parents assis à côté de Chloé, tous évitant mon regard, cela me rappelait que ce n'était pas seulement un procès, c'était une trahison. Chloé affichait des airs suffisants lors des audiences, clairement convaincue qu'elle repartirait d'une manière ou d'une autre avec l'argent que j'avais passé des années à protéger. Lors d'une séance particulièrement tendue, elle est montée à la barre et a déclaré au tribunal que le fonds avait toujours été destiné uniquement à l'université. Mon avocate s'est levée et lui a demandé clairement, « Avez-vous utilisé l'intégralité de votre fonds strictement pour les frais universitaires ?» Chloé hésita. « Eh bien, pas la totalité, » murmura-t-elle. Brianna hocha la tête. En fait, vous avez abandonné l'université et utilisé le montant restant pour votre propre entreprise et une voiture de luxe, n'est-ce pas? Le visage de Chloé se crispa. Ce n'est pas pertinent. Mais c'est très pertinent, continua Brianna. Donc, s'il y avait prétendument des conditions strictes sur cet argent, pourquoi vous a-t-on permis de l'utiliser à des fins non éducatives sans objection? Chloé n'eut aucune réponse. Je suis restée assise en silence, le cœur battant fort mais résolu, pendant que la salle d'audience écoutait. Tout sortait maintenant, le favoritisme de mes parents, l'irresponsabilité de Chloé, leur tentative de dissimuler ses échecs en me punissant. En dehors de la salle d'audience, Nathan restait mon ancre. Il est venu à chaque audience, m'a tenu la main à chaque revers et m'a rappelé encore et encore que me défendre était important. Mais ce n'était pas facile. Entre les frais de justice et l'épuisement émotionnel, j'avais l'impression que tout ce que j'avais prévu pour mon mariage était en train de m'être arraché. Nous avons dû retarder certaines parties de notre planification. J'ai perdu le sommeil. J'ai pleuré, parfois au milieu de la nuit, parfois entre 2 réunions au travail. Mais je n'ai jamais abandonné. Je savais que ce combat ne concernait pas seulement l'argent, il s'agissait d'être vu, d'être respecté, pour une fois, de tenir ma famille responsable. Juste au moment où je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, elles l'ont fait. J'étais à la maison en train de parcourir une liste de prestataires de mariage quand mon téléphone a vibré avec un appel de ma cousine Mélissa. « Sydney,
Je voulais juste te dire que je suis désolée pour l'annulation du mariage, dit-elle avec sympathie. Mon cœur a raté un battement. De quoi tu parles? Le mariage a toujours lieu. Il y eut une pause. Ta mère m'a appelé la semaine dernière. Elle a dit que toi et Nathan aviez rompu parce qu'il t'avait trompé. Ma mâchoire est tombée. Dans l'heure qui a suivi, j'ai reçu 3 autres appels d'amis confus et de parents éloignés, tous me demandant pourquoi le mariage avait été annulé. Quelqu'un avait même envoyé de faux emails conçus pour donner l'impression qu'il venait de moi, disant que l'événement était annulé. J'ai vérifié mes emails et n'ai rien trouvé dans mon dossier d'envoi, ce qui signifiait que quelqu'un avait créé un faux compte pour se faire passer pour moi. J'étais abasourdie. Mon esprit s'est immédiatement tourné vers Chloé. Je n'avais aucune preuve, mais le schéma était clair. Le sabotage ne s'arrêtait pas aux revendications légales, il était devenu personnel. J'ai appelé tante Mara, la sœur de ma mère et l'une des rares parentes à ne pas avoir pris parti. J'allais justement t'appeler, dit-elle avec un soupir. Ta mère a dit aux gens que tu mens à propos de Nathan, que tu es instable et que le mariage n'allait jamais avoir lieu. Je me suis appuyée contre le mur, épuisée. Pourquoi fait-elle ça, ai-je demandé. Parce qu'elle protège Chloé, répondit doucement tante Mara. Elle l'a toujours protégée, même quand elle ne le méritait pas. J'aime Chloé, mais ta mère lui permet tout. Et maintenant, elle te traîne dans la boue pour se donner une meilleure image. La trahison faisait plus mal que n'importe quel témoignage au tribunal. Ma propre mère essayait de ruiner ma réputation pour gagner de la sympathie pour ma sœur. Nathan est rentré ce soir-là et a immédiatement remarqué mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas, a-t-il demandé. Je lui ai montré des captures d'écran des faux emails et lui ai raconté ce que Mélissa avait dit. Il était furieux, mais pas surpris. Ta sœur m'a contacté aussi, a-t-il ajouté sombrement. Elle a dit qu'elle avait des preuves que tu le trompais. Elle a envoyé des photos. Je l'ai regardé avec horreur. Il a sorti son téléphone et m'a montré plusieurs images mal éditées, clairement photoshopées, d'une femme avec mon visage collé sur le corps d'une autre personne debout à côté d'un homme au hasard. C'était ridiculement mauvais, mais profondément troublant. Nathan secoua la tête. Bien sûr que je ne l'ai pas cru, mais mes parents les ont vus aussi. Ta famille essaie de détruire tout ce que nous construisons. C'est alors que nous avons décidé d'agir. Nous avons engagé une sécurité professionnelle pour le mariage et envoyé des photos d'Erika, d'Owen et de Chloé, indiquant qu'aucun d'entre eux ne serait autorisé à entrer. Je détestais en être arrivé là, mais je n'allais pas les laisser ruiner quoi que ce soit d'autre. Le matin du mariage, je me suis réveillée avec un étrange mélange d'excitation et d'appréhension. Nathan et moi avions choisi un magnifique lieu en plein air à la périphérie de Brookmere, rien d'extravagant, mais élégant et personnel. Des chaises blanches bordaient le jardin gazonné, toutes faisant face à une arche en bois drapée de fleurs fraîches. Je me tenais dans la suite nuptiale dans ma robe, ajustant mon voile alors que les invités commençaient à arriver. Mon estomac se tordait de nervosité, non pas à cause des vœux, mais à cause de ce que je savais qui pouvait encore arriver. Nous avions 2 gardes de sécurité qualifiés postés à l'entrée du lieu, et ils avaient des instructions strictes pour refuser l'entrée à quiconque de ma famille immédiate. Nathan et moi avions passé en revue chaque détail. Pourtant, je ne pouvais pas me détendre. Vers 14h15, on frappa à la porte de la suite nuptiale. Un des gardes entra, baissant la voix. Mademoiselle Harper, dit-il prudemment, nous venons d'arrêter une jeune femme qui tentait d'entrer par la porte de service arrière. Elle correspond à la photo que vous nous avez donnée, votre sœur, Chloé. Mon cœur battait la chamade. Était-elle seule, ai-je demandé. Oui, dit-il, mais elle portait un grand sac. Quand nous l'avons ouvert, nous avons trouvé un grand pot de peinture rouge. Ma respiration s'est coincée dans ma gorge. La robe de mariée, le lieu, les invités, elle avait prévu de tout ruiner. La rage, la tristesse et l'incrédulité se disputaient l'espace dans ma poitrine. Voulez-vous porter plainte, demanda le garde. Nous pouvons contacter le shérif local dès maintenant. J'ai hésité. Après tout, après la gifle, le procès, les mensonges, les photos photoshopées et maintenant ça, j'avais toutes les raisons d'impliquer à nouveau la police. Mais c'était le jour de mon mariage. J'avais déjà assez perdu à cause de leur chaos.
Non, dis-je finalement, ma voix plate. Assurez-vous simplement qu'elle soit escortée hors de la propriété et qu'elle ne revienne pas. S'il vous plaît, vérifiez aussi que mes parents n'ont pas essayé de se faufiler. Il hocha la tête et partit. Je me suis laissé tomber sur une chaise voisine, essayant de ne pas pleurer. Ma meilleure amie, Isabelle, s'est agenouillée à côté de moi. Qu'est-ce qui s'est passé, a-t-elle murmuré. Je l'ai regardée, ma voix à peine ferme. Chloé a essayé de se faufiler avec un pot de peinture. Elle allait tout détruire. Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent de surprise, puis se durcirent de fureur. Tu sais quoi? Ça veut dire que tu as gagné, dit-elle fermement. Ils n'ont pas pu arrêter ton bonheur, alors ils ont essayé de le gâcher. Mais tu les as arrêtés. Tu as tenu bon. Maintenant, va épouser l'homme qui t'a soutenu à travers tout ça. Tu mérites chaque instant de cette journée. J'ai essuyé mes larmes, pris une profonde inspiration et me suis levée. Mon oncle Brian, le frère de mon père, m'a conduite à l'hôtel. En entrant dans le jardin, j'ai vu Nathan attendre sous l'arche, les yeux fixés sur les miens. Et à ce moment-là, le reste du monde a disparu. La trahison, les dates au tribunal, les larmes, la douleur, tout s'est estompé. Aujourd'hui, il s'agissait d'amour. Notre amour. La cérémonie fut sincère et magnifique. Nous avons échangé des vœux qui parlaient de force, de loyauté et de partenariat. Lorsque l'officiant nous a déclarés mari et femme, les invités ont éclaté en applaudissements. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais légère, libre. La réception fut tout ce que nous espérions. Il y eut des rires, de la musique et des discours sincères de personnes qui nous avaient soutenus à chaque étape. Isabelle a porté un toast qui m'a fait pleurer, des larmes douces et fières, du genre qui ne viennent qu'après avoir traversé une tempête et trouvé la paix de l'autre côté. Nathan et moi avons dansé, mangé et célébré comme si rien d'autre n'importait. Et en vérité, rien d'autre n'importait. Presque tout le monde a commenté la beauté du lieu, notre bonheur apparent et comment la journée semblait remplie d'amour authentique. Certains invités avaient entendu des bribes du drame, mais ils ont respecté notre silence. Une tante s'est penchée pendant le dîner et a murmuré « Je suis si fière que tu aies tenu bon ». Ces mots sont restés avec moi longtemps après que le gâteau fut coupé et que la dernière chanson fut jouée. Alors que la nuit touchait à sa fin, Nathan et moi nous sommes échappés sous un ciel étoilé, courant main dans la main à travers une pluie de riz lancée par nos amis. Nous sommes montés dans la voiture qui attendait sur le trottoir et nous sommes partis, tous deux souriants comme des enfants. Je me suis retournée un instant et j'ai regardé la lueur du lieu au loin. Ma sœur avait essayé de ruiner ce moment, mais elle avait échoué. Ils avaient tous échoué. Notre lune de miel fut un pur bonheur, 3 semaines tranquilles dans une ville côtière paisible, loin de Brookmere. Pas de salle d'audience, pas de confrontation, juste du soleil, des vagues et l'homme que j'aimais. Je me suis permis de respirer, de vraiment respirer, pour la première fois depuis une éternité. Quand nous sommes rentrés à la maison, je me sentais prête à aller de l'avant. Nous nous sommes concentrés sur notre installation dans notre appartement, sur la planification de l'avenir et sur le fait de laisser le passé derrière nous. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé ma cousine Rachel au supermarché. Après une brève accolade, elle m'a demandé « As-tu entendu parler du mariage de Chloé ?» J'ai haussé un sourcil. « On ne se parle pas vraiment », ai-je répondu. « Tes parents ont contracté un prêt pour tout payer », a-t-elle dit. Ce sera au Grand Garden Hotel en centre-ville, super luxueux. Ils font venir un chef d'un autre état. C'est toute une production. Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire silencieux. Bien sûr qu'il mettrait le paquet pour Chloé, même si cela signifiait s'endetter. Vas-tu y aller si elle t'invite, demanda prudemment Rachel. Elle a essayé de ruiner mon mariage avec un pot de peinture, dis-je sans détour. Donc non, je n'y assisterai pas. Et, chose assez curieuse, aucune invitation n'est jamais arrivée. J'ai entendu plus tard par les ragots de la famille que plusieurs parents avaient décliné leurs invitations au mariage de Chloé en raison du malaise face à la façon dont j'avais été traitée. Certains ont été polis à ce sujet, d'autres ont été directs. Quoi qu'il en soit, l'éclat avait commencé à ternir pour Chloé, et pour mes parents aussi. Nathan et moi avions utilisé les 45 000 $ exactement comme nous l'avions prévu.
Nous avons eu le mariage de nos rêves, modeste, intentionnel et rempli de gens qui nous aimaient, et nous avons utilisé le reste de l'argent pour l'acompte d'un bel appartement en périphérie de la ville. Avec nos revenus combinés, l'hypothèque était gérable et, pour la première fois, nous constituions un capital au lieu de jeter de l'argent par les fenêtres en loyer. Notre maison était petite, mais c'était la nôtre, construite non pas avec des dons, mais avec des décisions difficiles et de la persévérance. La vie après le mariage s'est installée dans un rythme dont je ne savais pas que j'avais besoin. Nathan et moi passions nos week-ends à décorer notre nouvel appartement, rien de luxueux, juste des étagères que nous avons installées nous-mêmes, un canapé pour lequel nous avions économisé et des murs remplis de photos de notre mariage et de nos voyages. Un samedi après-midi, alors que nous installions la chambre d'amis, Nathan a éclaté de rire en se battant avec une commode IKEA. « Qui penses-tu sera notre premier invité pour la nuit ?» a-t-il demandé. J'ai fait une pause, le tournevis à la main. Pendant une brève seconde, mon esprit s'est tourné vers mes parents. Peut-être que dans une version lointaine de la réalité, ils s'excuseraient. Peut-être que Chloé grandirait et assumerait la responsabilité de ce qu'elle avait fait. Mais au fond, je ne retenais pas mon souffle. Qui que ce soit, dis-je finalement, souriant doucement, ce sera quelqu'un qui se soucie vraiment de nous. Les vacances sont passées sans appel, sans message et sans invitation. Au début, leur absence faisait mal. Mon anniversaire est passé en silence cette année-là, et pour la première fois, je n'ai pas entendu la voix de ma mère me souhaiter le meilleur. Mais ensuite, je me suis souvenu de la gifle, du procès, des mensonges, de la peinture, des fausses photos et de l'effort pour détruire quelque chose de pur par jalousie. Et la douleur s'est adoucie en clarté. Nathan me demandait occasionnellement si je pensais qu'il y aurait un jour la paix entre nous et ma famille. Peut-être un jour, dis-je honnêtement, mais si cela arrive, il faudra plus qu'une excuse. Il faudra un changement. Et je ne vois pas cela arriver de sitôt. Le mariage de Chloé est finalement arrivé et reparti. D'après ce que j'ai entendu, c'était extravagant, des fontaines de champagne, un quatuor à cordes loué et des robes de créateurs assorties pour les demoiselles d'honneur. Mais plusieurs membres clés de la famille ont fait l'impasse, mal à l'aise avec la façon dont ils avaient vu mes parents et ma sœur me traiter. Pire encore, l'énorme prêt qu'Owen et Erika avaient contracté est devenu de notoriété publique. Ils avaient tout misé sur cet unique événement, essayant de marquer les esprits, essayant de faire comme si l'année écoulée n'avait pas eu lieu. Mais elle avait eu lieu, et les gens s'en souvenaient. Alors que Nathan et moi avancions dans notre mariage, j'ai réalisé quelque chose de profond. La famille, ce ne sont pas seulement les gens qui partagent votre sang, ce sont les gens qui soutiennent vos limites, qui célèbrent vos victoires et qui respectent votre paix. J'avais perdu beaucoup, oui, mais j'avais gagné un foyer, un mari qui m'a soutenu à travers tout, et des amis et des parents éloignés qui ont vu la vérité et n'ont jamais vacillé. Et plus important encore, je m'avais encore moi-même. Je ne me suis pas effondrée. Je n'ai pas abandonné. J'ai protégé ce que j'avais construit, non par cupidité, mais par dignité. Le fonds de 45 000 $ nous a aidés à acheter un avenir, une maison, une stabilité. Mais ce qu'il nous a vraiment donné, c'est la liberté de la manipulation, la liberté de la culpabilité, la liberté d'une famille qui croyait que l'amour était conditionné par l'obéissance. Je me suis défendue et j'ai gagné, pas seulement au tribunal, mais dans la vie. Merci d'avoir regardé cette histoire puissante. Si vous l'avez trouvée touchante ou si vous vous y êtes identifié, n'oubliez pas d'aimer la vidéo pour montrer votre soutien. Partagez vos pensées dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. Et si vous aimez les histoires inspirées de la vie réelle avec des émotions fortes et des fins satisfaisantes, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une nouvelle publication. On se retrouve pour la prochaine histoire.